La session d'octobre du Conseil national de transition s'est ouverte aujourd'hui à Bamako. Au cours de la cérémonie d'ouverture, les invités venus du Burkina Faso, du Niger et de la Turquie ont exprimé leur solidarité à l'endroit du peuple malien. Lancement aujourd'hui à Bamako d'une opération de vente à prix social. Une opération qui concerne 600 ménages dans les 6 communes de la capitale. L'initiative est pilotée par le commissariat à la sécurité alimentaire. Les collectivités du district s'apprêtent à mettre en route le projet Grand Bamako. Il s'agira de prendre des dispositions pour faire face aux questions d'assainissement, d'adduction d'eau et d'électricité à Bamako et dans sa périphérie. À travers ce projet, le Grand Bamako ambitionne de changer le visage du district de Bamako. Et nous allons découvrir ensemble la fibroscopie. Elle permet de voir avec clarté les maladies de l'œsophage, de la gorge et du duodénum. Mais elle fait peur à beaucoup de patients. Merci de nous suivre sur ORTM1. Bonsoir, bienvenue dans ce journal que nous débutons par la traditionnelle montée des couleurs nationales à Koulouba en présence du chef de l'État et de l'ensemble de ses collaborateurs. À noter que la montée des couleurs reste un symbole fort dans l'affirmation de la souveraineté et du renforcement de la citoyenneté. Ce rendez-vous mensuel est un devoir citoyen et patriotique institué par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Il s'agit pour le chef suprême des armées et ses collaborateurs de rappeler les valeurs fondamentales du Mali aussi et surtout réaffirmer leur engagement patriotique au respect strict des symboles de l'État. La montée des couleurs ce matin à Koulouba. Et rendons-nous à la primature également pour la traditionnelle montée des couleurs nationales qui se tient désormais chaque premier lundi du mois. Ce matin, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, qui présidait la cérémonie, et ses collaborateurs ont entonné l'hymne national. Cette cérémonie de montée des couleurs vise surtout à promouvoir la paix, la stabilité et cultiver l'amour de la patrie. Le chef du gouvernement a également remis les galons à 4 officiers du cabinet de défense qui viennent d'être promus. Occasion pour lui de rendre hommage aux forces armées et de sécurité pour le travail au quotidien. Le résumé des 2 cérémonies avec Mamari Kone. Tradition respectée à la primature ce lundi 7 octobre 2024, premier lundi du mois. Autour du chef du gouvernement pour la traditionnelle montée des couleurs, le ministre directeur du cabinet, les chefs des services rattachés, les membres du cabinet, les forces de sécurité et le personnel. Pour son baptême de feu, c'est le lieutenant Ouita Traoré qui commande la cérémonie. Les participants ont ainsi entonné l'hymne national. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Elle symbolise les questions de sécurité, de défense et de sécurité qui constituent la priorité pour les Maliens aujourd'hui. Vous aurez vu que même pendant cette cérémonie, la brigade fluviale était en train de patrouiller. Ça veut dire que les éléments des forces armées de sécurité du Mali sont à pied d'œuvre à tous les instants. Bien sûr, seule la vigilance de Dieu ne peut pas être prise à défaut. Mais dans la pratique, nous sommes fiers de nos forces armées de sécurité. La deuxième signification que je donne à cette cérémonie, comme vous voyez, toute l'administration s'est mobilisée. De la primature, c'est en quelque sorte toute l'administration d'État. C'est dire que tous les agents de l'État, à travers la primature, symboliquement, se réunissent pour rendre un hommage aux forces armées de sécurité, pour cultiver et souligner l'essence important du patriotisme. Dans l'action que nous menons, l'un des sentiments qui doit habiter à tout moment tout Malien, quel que soit là où il se trouve, c'est le sens du patriotisme et de la reconnaissance de l'effort consenti.
Donc à travers cette cérémonie, l'ensemble de l'administration malienne vient et est en train de rendre aux forces armées de sécurité vraiment toute sa reconnaissance. Après le travail bien fait, la récompense, la cérémonie est mise à profit par le Premier ministre pour remettre les galons à 4 officiers du cabinet de défense de la primature qui viennent d'être promus au grade supérieur. Il s'agit d'un commandant, de 2 capitaines et d'un lieutenant. Je crois que ces officiers, à l'instar de tous ceux qui passent au grade supérieur au sein des forces armées de sécurité, incarnent d'abord leur bravoure personnelle, leur engagement pour exécuter leur mission tel que leur chef leur commande. Et deuxièmement, ça demande la reconnaissance des chefs vis-à-vis des subordonnés. C'est très important parce que l'homme se nourrit non seulement physiquement de nourriture, mais il a besoin de satisfaction morale. Institué en août 2021 par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la montée des couleurs vise non seulement à entretenir une véritable cohésion au sein des services, mais aussi et surtout à promouvoir la paix, la stabilité et cultiver l'amour de la patrie. Et le Premier ministre a aussi présidé cet après-midi la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Au menu, la situation des inondations à la date du 7 octobre et le point des écoles occupées. Au total, 128 écoles sont occupées par les sinistrés, 167 inondées et 256 effondrées ou endommagées. Pour mieux gérer la situation, pour une bonne rentrée scolaire, un comité restreint sera créé auprès du ministère de l'Éducation nationale en vue de faire des propositions. Nous retrouvons Mamadi Koné et Aliou Touré. De l'exposé du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il ressort que 4 854 personnes ont été sinistrées par les inondations du 1er au 7 octobre 2024, ce qui porte à 264 648 le nombre de sinistrés depuis le début de l'hivernage. Du 1er au 7, nous avions enregistré 7 cas d'inondation, dont un cas à Mopti, 3 à Kouligro et 3 dans le district de Bamako, 7 cas d'effondrement dans le district de Bamako, un cas de perte en vies humaines. Et pour rappel, du début de l'hivernage à ce jour 7 octobre, il a été enregistré à travers le pays 656 cas d'inondation, 8 cas de foudre, 6 cas de vent violent, 37 099 cas d'effondrement, 47 955 ménages sinistrés, touchant 264 648 personnes, dont 73 882 hommes, 73 140 femmes, et bien sûr avec 177 626 enfants. Malheureusement, nous déplorons pendant toute cette période 77 cas de perte à vie humaine et 148 blessés. Sur le plan météorologique et hydrologique, les risques d'inondation demeurent avec les activités pluvio-orageuses en cours. Et la situation hydrologique le long des fleuves Niger et Bani est marquée par la poursuite de la montée des eaux. Et cette tendance actuelle est caractérisée par une hausse exceptionnelle due à d'importants apports d'eau des pays voisins dans les hauts bassins. Les seuils d'alerte ont été dépassés dans certaines localités comme Banankoro, Kenyuroba, Bamako, Kemasina, Beli-Kenyi, Assan, Sofara, Mopti et Diré. Les lâchers d'eau du barrage de Manantali ont commencé le jeudi 3 octobre, tandis que ceux de Sélingué se poursuivent. Plusieurs écoles dans les 26 académies d'enseignement du pays sont de nos jours occupées par les sinistrés, inondés, effondrés ou endommagés. Écoles inondées, j'ai dit qu'il y avait 167 écoles. Écoles effondrées ou endommagées, 256. Et ça concerne donc les 26 académies d'enseignement du Mali. À l'issue de la rencontre, il a été décidé de la création d'un comité restreint composé des représentants de tous les départements ministériels auprès du ministre de l'Éducation nationale pour une gestion diligente de la situation des écoles. À situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. C'est une opération qui nous est imposée par la nature et le président de la transition, effectivement, souhaiterait que le gouvernement réagisse de façon prompte pour faire face aux préoccupations des Maliens, lesquelles préoccupations sont liées à l'inondation et au plus que nous ne contrôlons pas. C'est-à-dire qu'il faut multiplier ces réunions-là.
pour que pratiquement chaque semaine, nous puissions avoir le point de la situation, à soumettre, si nécessaire, acquis des droits, qu'au sortir de cette réunion, que chaque département désigne un point focal qui touche toutes les régions en ce qui les concerne. Et les points focaux des différents départements vont constituer un petit comité auprès du ministre de l'Éducation nationale qui vont réfléchir sur toutes ces questions, parler avec les collectivités, les communes pour faire des propositions alternatives au gouvernement. Le chef du gouvernement a insisté sur l'implication des collectivités dans la gestion de la situation. Il est bon aussi que les collectivités, comme on dit, puissent être associées du début à la fin. On parle du fait qu'ils n'ont pas les moyens, mais la responsabilité reste. La responsabilité de la marche des écoles, c'est vrai, c'est une affaire de l'État, mais c'est une affaire des collectivités. Le Premier ministre a par ailleurs invité les uns et les autres à une bonne gestion des fonds qui seront mis à disposition conformément à la vision du président de la transition. La prochaine réunion est prévue pour ce jeudi à 14h. Et la session d'octobre du Conseil national de transition, ce sera au cours de cette édition avec nos reporters Yaya Konaté et Mamadi Kone. Et justement, en marge de cette session, le président du CNT a reçu en audience le vice-président du groupe d'amitié parlementaire Turquie et Mali. Député de la 28e législature de Bayburt, la grande assemblée nationale de Turquie, le vice-président est venu apporter les messages d'accompagnement du peuple et du président turc aux autorités maliennes et aux Maliens, nous dit Nyanya Aliou Traoré. Un échange de cadeaux qui atteste les bonnes relations d'amitié que notre pays entretient avec la Turquie depuis bien longtemps. Une journée très chargée pour le président Malik Diao. Il la débute par cette audience accordée aux représentants de la Grande Assemblée nationale de Turquie, non moins vice-président du groupe d'amitié Turquie-Mali. Honorable Ortan Atz, qui est à sa première visite au Mali, est visiblement animé d'idées novatrices permettant de consolider davantage la coopération maliano-turque. Je viens dans le cadre de l'ouverture de la session ordinaire du Conseil national de transition. Je représente le peuple turc. Je remercie le président du CNT et au nom du président Recep Tayyip Erdogan, au nom du peuple turc, en tant que président du comité de santé au niveau de l'Assemblée de la Turquie. Bien sûr qu'il y aura de l'avancée dans ce domaine et qu'une commission sera mise en place pour toutefois améliorer les relations dans ce domaine. Et nous savons aussi que le Mali et la Turquie sont partenaires sur plusieurs plans, notamment la défense et autres. Donc cela, dans ce cadre toujours, nous verrons pour améliorer ce niveau. Premièrement, au Mali ici, le groupe d'amitié a été mis en place, comme en Turquie. Donc ils vont se rencontrer très fréquemment. Un rapport en déduira pour être présenté au gouvernement. La Turquie aime le Mali, la Turquie aime le peuple malien. Pour rappel, la Turquie intervient au Mali dans les secteurs du commerce, de l'éducation et des BTP. Je le disais tantôt, le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé ce matin au lancement de l'opération de vente à prix social. Cette opération concerne 600 ménages dans le district de Bamako, soit 100 par commune. Il s'agit en clair de vendre le kit composé de riz, d'huile, de sucre et de lait en poudre à 30 000 francs CFA au lieu de 60 000 dans les marchés. Le point avec Abdul Karim Kaba. Démarré au mois de mars dernier, ce projet innovant est une volonté affichée des autorités de la transition. En effet, il s'agit de vendre les kits composés de 50 kg de riz, 5 litres d'huile, 5 kg de sucre, de même pour le lait en poudre à 30 000 francs CFA au lieu de 60 000 sur les marchés. Je réponds à une instruction du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, qui a instruit de trouver les voies et moyens
d'être au plus près de nos populations et de répondre le plus possible à leurs besoins. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une adaptation de nos modes d'intervention. Elle répond aussi, on voulait aussi mettre la lumière sur cette opération pour dire que cette opération entre aussi dans le cadre du soutien à nos populations, dans le cadre des victimes des inondations, mais aussi le mois de solidarité. Et tout ça, nous sommes présents. Cette opération, elle couvre aussi l'ensemble du mois de solidarité et elle s'étendra même au-delà. En subventionnant les kits à 50%, les autorités de la transition, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, allègent ainsi les dépenses des ménages. Elle vise à donner un accès économique aux denrées essentielles, de la nécessité à nos populations. D'abord, c'est une opération test qui se déroule à Bamako, mais elle a vocation à s'étendre sur l'ensemble du territoire au niveau des centres urbains. Elle répond à un besoin qui est celui de nos concitoyens qui ont des faibles revenus, qui ont quand même des revenus, mais des revenus faibles qui ne permettent pas de faire face aux besoins alimentaires mensuels. Je suis très ravie de ça. De nous donner ça à 30 000 francs, vraiment, c'est gratuit même pour nous, quoi. Parce que ça, là, on vend ça à 60 000. 60 000 et 30 000. 30 000 francs de différence. Vraiment, moi, je ne fais que remercier les donateurs qui nous ont fait ce don-là. L'opération de vente à prix social se poursuit dans la capitale pour le reste de l'année. Et dans le cadre de l'intercollectivité, le projet Grand Bamako s'apprête à se mettre en route. En effet, 26 collectivités, dont la mairie du district de Bamako, décident de se donner la main pour faire face aux nombreux défis auxquels sont confrontées les différentes collectivités en termes d'assainissement, d'adduction d'eau et d'électricité, entre autres. Le Grand Bamako, dans son plan décennal, ambitionne donc de changer le visage du district de Bamako et les différentes communes de la périphérie pour un développement harmonieux. Arijou Matina. Le projet Grand Bamako, initié il y a quelques années, s'apprête à véritablement démarrer grâce à l'engagement de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Grand Bamako est une association de communes, une intercollectivité qui regroupe 26 collectivités, à savoir la mairie du district de Bamako, les 6 communes de Bamako et 19 communes périurbaines. Les différentes collectivités décident de mutualiser leurs moyens et efforts pour donner un nouveau visage à Bamako. Dans le cadre de l'intercollectivité, faire en sorte que les localités qui se trouvent dans la périphérie de Bamako et dont les populations sont tous les jours à Bamako, comment faire pour créer un pont entre ces localités où on produit et les localités où on consomme et qu'on transforme, notamment ici, la capitale. Il est vrai que depuis 2018, sinon avant, l'idée a été lancée, mais ça a mis du temps pour beaucoup de raisons. Et nous avons conclu que c'est une organisation qui mérite d'être soutenue, accompagnée et aidée. Et là, nous nous sommes engagés à leur côté. Avec une population de plus de 5 millions d'habitants, le Grand Bamako couvre une superficie de plus de 700 000 km². Une véritable opportunité à saisir pour la réalisation de plusieurs projets de développement. La première priorité, c'est-à-dire le premier projet qu'on veut faire, c'est de l'adduction d'eau. C'est d'apporter de l'eau potable à tous les villages du Grand Bamako. Et je rappelle qu'il y en a plus de 250 villages. Il y a le projet de gestion des déchets. La gestion des déchets, y compris les déchets liquides. Ce projet également concerne la réalisation de 5 décharges, dont deux vont être réalisées déjà au niveau du projet de résilience urbaine de Bamako. Il y a également des projets de 2 grands hôpitaux de part et d'autre du fleuve qui sont prévus dans le plan décennal. Des projets d'aménagement routier sont également prévus dans ceci. D'autres projets tels que les centres logistiques, tels que là où on reçoit les conteneurs en provenance des différents ports et où on pourrait faire les dédouanements, sont parmi tant d'autres les projets qui sont prévus dans le plan décennal d'investissement du Grand Bamako. Quand on parle de l'assainissement de Bamako, aucune commune ne peut se rendre propre et en laissant les autres communes. Il est important que les périphéries de Bamako aussi, c'est des communes qui environnent Bamako. Il est clair que
les questions d'assainissement les intéressent aussi. Pour gérer des problèmes transversaux que nous avons sous la main, nous avons cru devoir qu'il était important que chacun puisse s'intéresser et qu'on puisse se retrouver ensemble dans de gros projets. L'ensemble de la commune de Yimona, Tourougue, Gama, Bamako, c'est un atout pour nous. Il y a des ressortissants qui sont là. Ceux qui sont aussi dans la commune, ils font des va-et-vient. La commune est ouverte vraiment à tous les Bamakois. Grand Bamako est un projet ambitieux et structurant qui contribuera à coup sûr au développement des différentes collectivités. Il y a beaucoup d'avantages. Prenons par exemple sur le plan de l'urbanisme. Tout le monde sait que, pour parler simplement, la capitale n'a plus de terre. Donc, il y a un problème d'habitat. Il se trouve que dans l'esprit du Grand Bamako, l'espace existe. Il s'agira simplement de faire en sorte que le Grand Bamako soit articulé par exemple à une entreprise telle que ACI pour que le problème d'habitat puisse être réglé d'une certaine manière. Ensuite, vous avez vu récemment, je vous donne l'exemple au plan énergétique. Et les plaques photovoltaïques ont surtout été installées dans les localités comme Sanagoroba, Safo. Ce sont les localités qui font partie du Grand Bamako. Donc ça prouve déjà que beaucoup d'investissements, beaucoup de structures peuvent être créées dans la périphérie du Grand Bamako. Et ça, c'est un avantage pour les populations, même de ces périphéries-là, en termes de chômage, en termes d'emploi, je veux dire. Et ça peut même changer l'infrastructure et les structures même de ces localités. Dans le cadre du Grand Bamako, il y a un volet transport, infrastructure routière. L'accès à la capitale sera beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et beaucoup plus aisé sur le plan assainissement. La commune de Safo a fait une délibération et ils ont bien voulu mettre à la disposition de la délégation spéciale 5 hectares comme décharge finale. Le Grand Bamako est présenté à travers une communication grand public d'une part et une communication ciblée d'autre part. Le lancement des activités prévues les 8 et 9 octobre favorisera une meilleure compréhension des enjeux, de la vision et des objectifs du programme Grand Bamako. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025, le mouvement Ambiko a procédé samedi dernier à la remise de 500 kits scolaires à la direction du service social des armées. Ces kits scolaires sont destinés aux orphelins des militaires et paramilitaires et c'est le directeur général du service social des armées, colonel-major Brahima Samake, qui a présidé la cérémonie de réception. Aliou Abdoulaye Touré pour d'autres détails. Cette cérémonie marque la remise des kits scolaires par le mouvement Ambiko au profit des orphelins des militaires et paramilitaires, un acte de soutien et de solidarité à une couche sensible en ce mois dédié à l'entraide. Cette importante donation n'est pas une première, elle témoigne l'engagement du mouvement Ambiko à vouloir soutenir les orphelins de nos militaires dont leurs parents ont donné leur vie dans l'exécution de leur mission régalienne, à savoir la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Dans le cadre de la caravane scolaire qui est à sa 4e édition, Mme Fatoumata Batourignane et son mouvement, qui est le mouvement politique et citoyen Ambiko, n'ont pas oublié le service social des armées. Aujourd'hui, nous avons amené 500 kits pour donner au service social de l'armée afin de remettre aux orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur le champ d'honneur. Le directeur général du service social des armées a, au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, exprimé toute sa reconnaissance au mouvement Ambiko, a rappelé que cette remise de dons s'inscrit dans un esprit d'accompagnement de nos forces de défense et de sécurité engagées pour le Mali. Une forte délégation du gouvernorat de Koulikoro avec à sa tête le directeur du cabinet du gouverneur s'est rendue mercredi dernier à Salamale et Kanyogo dans le cercle de Kangaba. Objectif apporter des vivres et des non-vivres aux victimes de l'inondation dans ces localités. La délégation a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations des villages concernés au respect des normes de construction. Ousmane Koïta, compte rendu.
Les villages de Salamale et de Kanyogo dans le secteur de Kangaba, victimes de l'inondation, ont reçu le mercredi 2 octobre 2024 la visite du cabinet du gouvernement de Koulikoro. Il s'agit à travers cette mission d'apporter le soutien des plus hautes autorités du Mali aux populations. Cette initiative est une vertu cardinale de notre pays qui est basée sur l'entraide et la solidarité. Ce geste des autorités du Mali a été apprécié par les bénéficiaires. Nous sommes très contents d'avoir nos autorités à nos côtés en ces moments difficiles. Nous avons perdu tous nos biens lors de l'inondation. Nous nous remettons à la volonté du bon Dieu. Votre soutien nous réconforte vraiment. Malgré les difficultés que traverse notre pays, nos autorités viennent de nous montrer encore une fois de plus qu'elles pensent à tous les enfants du Mali. Ce geste nous va droit au cœur. Nous les remercions pour tout ce qu'elles font pour la population. Le don apporté par la délégation de Koulikoro est composé de vivres et de non-vivres. La valeur du don est estimée à plus de 17 millions de francs CFA. Cette assistance vient s'ajouter aux appuis effectués par le gouverneur, le colonel Lamine Kapori Sanogo à Nouga. Après Nouga, où le gouverneur était présent, a remis des vivres et non-vivres d'une valeur d'à peu près 6 millions. Il nous a encore dépêché suite aux inondations survenues pour venir faire la même assistance dont la valeur s'élève à plus de 17 millions. Cela dit, le message, c'est encore la solidarité. Dans ces localités, les écoles occupées par des sinistrés ont été libérées grâce aux efforts du gouverneur et du comité de gestion des crises et des catastrophes de Koulikoro. Dans le même registre, la protection civile de Kidal lance une vaste opération d'assistance aux populations de la 8e région, une région confrontée à des catastrophes naturelles. Plus de précisions avec Sidi El Medi Aga Albaka. Aux environs de 3h du matin jusqu'à 5h30, il y a une forte pluie sur la ville de Kidal et son environnement. À Kidal, les hommes du feu, fidèles à leur devise « Sauver ou périr », sont sur la première ligne après chaque pluie face aux incendies, aux accidents et même aux inondations pour non seulement faciliter la traversée des oueds, mais aussi installer une ceinture de sécurité pour éviter les débordements. Ce qui fait que l'oued qui traverse la ville s'est débordé et la protection civile, dans sa mission de protection des personnes et de leurs biens, nous avons déployé les personnels le long de l'oued pour faire la surveillance et aussi au point de passage des populations pour assurer la surveillance et faciliter le passage des véhicules, des motos et des piétons. Par cette assistance quotidienne aux couches les plus vulnérables, la protection civile de Kidal imprime sa marque. Nous n'avons pas de mots pour leur dire merci. Ils nous rendent la vie facile. Ils sont très disponibles et très courtois. Merci. Nous avons traversé grâce à eux et en parfaite sécurité. Constamment engagés sur plusieurs fronts, les hommes du colonel Mariko redonnent le sourire aux citoyens maliens de Kidal. Plus de 90 millions de francs CFA, c'est le montant investi par l'USAID dans le cadre des activités de Sougouyiriwa. La somme servira à acheter des équipements et petits matériels de transformation agroalimentaire au profit de 36 unités de production dans les régions de Mopti et Tombouctou. La cérémonie de remise s'est déroulée au terrain Gangal de Mopti. Notre reporter Boubacar Sangaré était présent. Accroître la productivité et renforcer l'autonomisation des femmes transformatrices de la zone du Delta, c'est l'objectif visé par cette remise d'équipements et de petits matériels de transformation agroalimentaire à 36 unités de production, dont 23 dans la région de Mopti et 13 dans la région de Tombouctou. Cette occasion est propice pour vous féliciter de la confiance que vous avez reçue, tout en vous sensibilisant sur l'utilisation efficace de ces ressources afin d'optimiser leur impact sur la productivité locale. Pour plus de 90 millions de francs CFA, ces équipements et petits matériels sont composés entre autres de moulins multifonctionnels, de décortiqueuses, de panneaux solaires avec batterie, de frigos et de séchoirs. Nous sommes très satisfaits de cette remise, surtout qu'elle se tient pendant le mois de la solidarité.
ces matériels vont contribuer à une sécurité alimentaire et nutritionnelle renforcée dans notre région. Nous avions sollicité ces équipements pendant la formation et Sougouriwa vient de répondre favorablement à notre demande. Nous le remercions pour ce geste. Pour les autorités administratives, ces équipements sont bien plus que de simples outils. C'est aussi un engagement collectif afin de bâtir un avenir meilleur pour nos femmes transformatrices. Elle offre eu égard à cette opportunité de renforcer les liens entre la collectivité locale, les bénéficiaires et les partenaires du projet. Cette remise d'équipements et de petits matériels de transformation agroalimentaire aux unités de production de la zone du Delta entre dans le cadre du programme Feed the Future Sougouriwa, un programme financé par l'USAID et exécuté par le consortium CARE, Amassa Afrique Verte et Amprout Sahel. Et en troisième région, la prise en compte des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap dans les actions de développement est l'une des préoccupations évoquées par le groupement de femmes et de jeunes du cercle de Kajolo. C'était ce jeudi au cours du forum régional du PESAF, programme spécial d'aide aux associations et fondations, un forum organisé par le COFEM collectif des femmes du Mali. Compte rendu Moustapha Doumbia. L'objectif de ce forum est de renforcer les capacités des organisations membres de la plateforme de contrôle citoyen de l'action publique. Il se tient après 2 rencontres avec ces organisations sur le paiement des taxes, la citoyenneté et d'autres thématiques en lien avec le développement. C'est une initiative du COFEM, collectif des femmes du Mali. La finalité de ce forum est que vraiment les populations de Kajolo s'engagent vraiment à accompagner les autorités pour un développement fiable du cercle de Kajolo. Au cours des échanges, les groupements de femmes et de jeunes ont mis l'accent sur leur prise en compte dans les actions de développement ainsi que celle des personnes vivant avec handicap. La formation des jeunes et l'assainissement ont été aussi évoqués. Des préoccupations bien notées par les représentants du programme spécial d'aide aux associations et fondations qui appuient financièrement le COFEM. Au regard des doléances et des recommandations formulées, nous pensons que également au niveau des Kajolo, il doit y avoir fondamentalement un cadre de dialogue et d'échange, de partenariat et de renforcement des relations entre divers acteurs, notamment les organisations sociales civiles, les institutions, mais surtout dans le cadre également de la sécurité. Nous allons également passer en flash la prise des cartes biométriques, ce qui constitue aujourd'hui un élément fondamental de reconnaissance juridique de notre existence. C'est une très bonne initiative. Ça nous a montré que les femmes de Kajolo ont très bien compris l'initiative vraiment du PESAF. Donc nous sommes très contents. La tenue de ce forum est saluée par le premier adjoint au maire de la commune de Kajolo, eu égard à l'importance des sujets évoqués. Et nous allons pouvoir parler à présent de l'ouverture cet après-midi au CICB de la session d'octobre du Conseil national de transition. La session est essentiellement budgétaire. Elle aura à examiner la loi des finances, mais aussi une trentaine de textes de loi de première importance pour la vie de la nation. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, mais aussi des représentants des autres pays membres de l'AES et de Turquie. Dans son discours d'ouverture, le président du CNT a largement évoqué le combat des pays membres de l'AES ainsi que plusieurs questions d'actualité. Des précisions avec Yaya Kounati. Octobre, mois de rentrée parlementaire. La session a pour vocation de baliser l'année budgétaire. Sur la table des conseillers nationaux, le projet de budget donc, mais aussi une trentaine de textes d'une importance capitale pour la nation tout entière. L'instant est solennel avec la présence au CNT du chef du gouvernement et des membres de son équipe, mais aussi pour l'occasion des représentants de pays amis comme la Turquie, mais aussi les voisins burkinabés et nigériens qui constituent avec le Mali l'Alliance des États du Sahel. Des pays qui partagent le même destin, une présence symbolique forte aux yeux du colonel Malik Diao. Notre credo commun est de continuer les luttes d'émancipation, de libération nationale, la sauvegarde de nos valeurs politiques, économiques, sociales et culturelles. Nous sommes des hommes dans le vent allant de l'avant, prêts au sacrifice le plus ultime.
Nous sommes mus par des idéaux de liberté, d'espoir, de développement. Nous ne faillerons point à notre mission, combien sacrée, voire sacerdotale. La création de l'AES pour le président du CNT répond à une nécessité historique. Et si le 6 juillet dernier, les chefs d'État des 3 pays réunis à Niamey ont décidé de la création d'une confédération, l'adoption de ce traité a été accueillie avec enthousiasme, dit-il, par les populations de l'espace, malgré le contexte hostile qui suscite des interrogations. Mesdames et messieurs, pourquoi l'AES fait trembler? Pourquoi l'AES fait peur au pseudo-panafricanisme au service de l'impérialisme? Les réponses à ces questions se trouvent dans le discours du président Modibo Keïta, tenu le 22 septembre 1960, que vous me permettrez de reformuler. La confédération de l'AES est née, l'AES continue. Le mot AES continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à imposer au pays de l'AES et à leur peuple cette guerre injuste, sauvage et barbare dont le but non avoué n'est d'autre que l'accaparement des richesses naturelles du Liptako gourmand. L'occasion pour le président du CNT de saluer la coopération avec des pays comme la Chine, la Turquie et la Russie qui partagent avec le Mali des principes de non-ingérence et de non-instrumentalisation de la question des droits de l'homme. Occasion également de réitérer une condamnation ferme de l'attitude de l'Ukraine à la suite des événements de Tinzaouaten tout en affichant le soutien du CNT aux décisions prises par le gouvernement. Le Conseil national de transition condamne fermement cette attaque injustifiée contre notre pays. Nous soutenons toutes les mesures adoptées par le gouvernement contre les agissements des autorités ukrainiennes. Nous sommes également en total accord avec la décision du gouvernement qui a demandé à l'ambassadeur de Suède le 9 août 2024 de quitter notre pays dans les 72 heures suite aux propos hostiles de son gouvernement. C'est le lieu de saluer la réaction prompte et diligente de l'ensemble des autorités de la Confédération des États du Sahel face à cette implication inacceptable des autorités ukrainiennes et de leurs alliés dans les affaires internes de notre confédération en général et de notre pays en particulier. Parlant d'actes terroristes, comment ne pas se souvenir de celles perpétrées le 17 septembre dernier contre la gendarmerie de Faladié et l'aéroport président Modibo Keïta de Sénou. Le président du CNT a salué la prompte réaction des FAMA. Nous réitérons notre condamnation avec vigueur et fermeté de ces attaques lâches et barbares contre nos forces de défense et de sécurité. L'objectif de ces attaques perfides et lâche à l'approche du 64e anniversaire de notre indépendance était de terroriser nos populations, instaurer la peur face à notre peuple déterminé. Ils ont échoué et ils échoueront toujours, car notre peuple est un peuple averti désormais. Et le colonel Malik Diaw de dénoncer le silence assourdissant de la communauté internationale face à de telles situations dans les pays du Sahel. Tinzaouaten, Barça Logo, Tilaberi. Et ce silence, ce lourd silence, ce silence de mort, ce silence difficilement compréhensible de certaines chancelleries, surtout africaines. Après le silence assourdissant suite à l'attaque lâche et barbare du bateau Tombouctou, qui a coûté la vie à des enfants et à des femmes, il y a de cela une année, voici à présent le silence diplomatique dans les cas Tinzaouaten, avec la complicité assumée des autorités ukrainiennes et de bien d'autres encore. Ce silence aussi, notre peuple, le brave et vaillant peuple de l'Alliance des États du Sahel, saura s'en souvenir. La culture du Sahel nous enseigne que la douleur est temporaire, mais la dignité reste éternelle. Autre situation ayant affecté les populations du Sahel, les inondations qui ont fait des victimes dans les 3 pays. Pour le colonel Malik Diaw, la situation interpelle à plus d'un titre.
Ces inondations nous interpellent tous. Il est temps qu'une solution soit trouvée. Il y va de notre responsabilité en tant qu'autorité de la transition. Les causes des inondations sont bien connues. Du discours d'ouverture du président du CNT, on retiendra également le travail abattu par son institution pendant l'intercession en termes de visite de terrain, de contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi de participation à des événements d'organisation parlementaire. On retiendra également l'appréciation positive faite des actes posés par l'exécutif, comme le lancement du processus de digitalisation de l'administration, la rénovation de stades ou sur le plan sportif, le doublé historique de nos jeunes au championnat d'Afrique de basketball. On retiendra enfin son appel aux forces vives de l'AES à soutenir les transitions en cours. J'exhorte toutes et tous à continuer à adhérer et à soutenir vigoureusement les efforts multiples déployés au quotidien par les autorités de transition en cours dans nos pays. Les moments que nous traversons sont certes difficiles, nous le savons, mais nous demeurons convaincus que c'est le prix à payer pour vaincre le terrorisme, dépasser la conjoncture actuelle qui est mondiale et faire du Sahel un espace sécurisé où il fera bon vivre. La rentrée parlementaire intervient au lendemain de la fête de l'indépendance. L'indépendance dont les objectifs restent d'actualité 64 ans après pour le président du CNT. Occasion pour lui d'inviter les Maliens à rester mobilisés et à accepter les sacrifices pour la construction d'un Mali nouveau. Le Mali, dit-il, un navire qui peut certes tanguer mais qui ne chavirera jamais. Et nous restons au CICB, réaffirmation de la solidité de l'AES, renforcement des liens de coopération entre le Mali et la République de Turquie. C'est la substance des interventions des différentes délégations présentes à la cérémonie d'ouverture de la séance solennelle de la session d'octobre du CNT. Le Burkina Faso, représenté par le président du Conseil législatif de transition, le Niger par son ministre en charge des Affaires étrangères et la République de Turquie par le représentant de la Grande Assemblée de Turquie ont tour à tour rivalisé d'hommages et d'expressions de solidarité envers le peuple malien touché récemment par des actes terroristes. La synthèse de ces discours avec Aloussine Touré. Le président de l'Assemblée législative du Burkina Faso a mis l'accent sur l'appartenance de nos deux pays à un seul et même espace, à savoir la Confédération des États du Sahel, mise sur les fonds baptismaux il y a un peu plus d'une année lors du premier sommet des chefs d'État à Niamey. Après avoir exprimé sa solidarité avec le peuple malien suite aux récentes attaques qui ont visé des installations sécuritaires, le président du Parlement législatif de transition du Burkina Faso a mis l'accent sur la nécessité de voir l'AES prospérer et souder davantage nos pays. Comme l'ont si bien exprimé les plus hautes autorités du Burkina Faso, du Niger et du Mali, je cite, l'intégration régionale, notamment celle de l'Alliance des États du Sahel, AES, demeure fondamentale pour une plus grande cohésion des peuples d'Afrique. Fin de citation. C'est cette cohésion entre peuples africains que nous magnifions aujourd'hui. Et ici même, à Bamako, terre d'hospitalité et de tolérance par excellence. Par cette noble action, je puis vous assurer que nous contribuons de façon effective et significative à l'avancée de l'intégration dans l'espace de la Confédération de l'AES, seul gage de notre développement. Chers frères, mesdames et messieurs, l'histoire nous a appris que c'est dans le dialogue que les nations trouvent toujours les réponses durables aux défis du monde. Aujourd'hui, plus que jamais, la coopération et l'écoute mutuelle sont nécessaires pour la stabilité régionale, la croissance économique et la justice sociale. Nous devons agir ensemble, car, comme le disait si bien Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.
C'est dans ce même registre que poursuivra le représentant du Niger, Bakari Yaou Sangaré, a donné des gages de poursuite et de renforcement de cette entité commune. L'objectif principal de notre alliance est de promouvoir une approche commune de nos trois pays face aux défis sécuritaires, notamment le terrorisme sponsorisé par les pays occidentaux qui a sérieusement affecté les vaillants peuples du Sahel, dont je salue ici la résilience. Cet outil exemplaire d'intégration de nos trois pays a permis à nos forces de défense et de sécurité d'entreprendre conformément aux dispositions pertinentes de la charte du Liptako-Gourma des actions conjointes dont les résultats sont aujourd'hui palpables. Parmi ces réalisations, je peux citer la réduction de l'insécurité dans plusieurs zones autrefois contrôlées par les groupes terroristes, le retour de l'administration publique, les services connexes et des populations des villes et villages libérés. Le représentant de la République de Turquie et grand ami du Mali a pour sa part annoncé la volonté de son pays de voir renforcer et diversifier la coopération entre nos deux pays. Cette session inaugurale a véritablement été un succès politique pour le Mali et la Confédération des États du Sahel. Elle symbolise l'accroissement du capital sympathie de notre pays engagé dans une dynamique de diversification de ses partenaires. Direction à présent Tombouctou, la cité des 333 saints s'enrichit d'une nouvelle perle. Il s'agit du mémorial Loha ou l'ardoise coranique, un monument géant d'une hauteur de 7 mètres. Il est le fruit de la coopération entre le Fonds au profit des victimes de 2012 et le gouvernement du Mali. L'inauguration de ce joyau s'est déroulée en présence des hommes de culture, les légitimités traditionnelles et religieuses partenaires de mise en œuvre ainsi que les services sociaux de base de la région Yéatandina. Reportage. Louha pour certains, Loha pour d'autres. Autrement dit, l'ardoise coranique est utilisée par les apprenants à l'école coranique à Tombouctou. C'est cette symbolique qui a été érigée en mémorial pour magnifier la résilience des communautés victimes de la crise sécuritaire de 2012. Suite au verdict de la CPI dans l'affaire El-Faki, le Fonds au profit des victimes a initié en partenariat avec le gouvernement du Mali le programme de réparation collective pour préjudice moral à Tombouctou. La mise en œuvre de ce programme est assurée par le Centre de formation de gouvernance et de recherche Action pour le développement CEFOGRAD. Le mémorial Louha est bâti sur une superficie de 25,12 mètres carrés, avec une hauteur de 7 mètres. Il comprend 4 pieds de soutien en béton armé et 3 planchettes ou ardoises coraniques. Les fouilles ont été réalisées en béton armé d'une profondeur de 1,5 cm au-dessus du sol, tandis que les fouilles pour les semelles isolées sont descendues à 2 mètres de profondeur. Les façades ont toutes été revêtues en alhor et le sol couvert par une couche de gazon. Ce travail, c'est le travail de tout un chacun. Il y a un proverbe malien qui dit que on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Et ben, je pense que le travail qui a été fait ici pour cette commémoration, pour décider de ce mémorial, de qu'est-ce qu'on voulait commémorer, la résilience de Tombouctou, comment et selon quelle modalité on voulait commémorer. C'est pas le Fonds au profit des victimes qui l'a décidé, mais c'est bien la communauté de Tombouctou. Ce monument en plein centre-ville sera enregistré parmi les sites touristiques et patrimoine culturel à découvrir. Il servira aussi de rond-point pour la fluidité de la circulation à Tombouctou. Je voudrais, à l'endroit de la population, inviter tout le monde, les uns les autres, à appuyer le conseil communal, à bien entretenir ces monuments. Il y a eu des réparations individuelles au profit des victimes. Et ces réparations individuelles ont concerné 110 000 personnes. Et ce matin, c'est les réparations collectives qui sont là. Le mémorial Louha, fruit de la réparation collective, va compléter désormais à 4 les monuments en hauteur dans la cité mystérieuse. Il s'agit du monument Al-Farouk, celui de la flamme de la paix et le monument des martyrs.
Et dans la ville jumelle de Tombouctou, en marge de la célébration du Maouloud, la famille Sonfo de Djéné a organisé sa traditionnelle ziara. À travers cette activité, les fidèles musulmans prient pour la paix et la stabilité au Mali, le rayonnement de Djéné et l'entente entre les musulmans. Au-delà de cette ziara, Djéné prie régulièrement pour la stabilité du pays. C'est ce que nous dit Cheikh Oumar Sangaré. Djenné est une ville au rayonnement culturel islamique inestimable. Elle réaffirme son soutien au Mali et aux autorités de la transition à travers la présente ziara. Le regroupement est organisé par la famille maraboutique Sonfo avec comme temps fort des lectures coraniques et séances de bénédiction. Ainsi, les descendants des Zacharia, un des premiers érudits de Djenné, renouent avec une vieille pratique familiale. Donc faut bi amour de la ni ngani fon jugo fen fe abi segede ami tora min halibi abi segudema jamana be boire. La ziara de la famille Sonfo a lieu dans la mouvance du Maouloud. Objectif, permettre à plus de musulmans de participer et prier pour le Mali. Kamini fitna indaminana kana sed odobe bima misiri bayara kono juma wo juma mami mbiseli jene misiri kono adoga yale ma wafila mais juma wo juma doa obi ka jamana jene banyina jamana ko. Les participants aux ziyaras de la famille Sonfo de Djenné viennent d'un peu partout au Mali et même de certains pays voisins. Nous disons Amin et parlons à présent santé. Nous allons découvrir ensemble la fibroscopie. Elle permet de voir avec clarté les maladies de l'œsophage, de la gorge et du duodénum. Mais elle fait peur à beaucoup de patients. Focus Santé, c'est une réalisation de Koumba Sissé. La fibroscopie donne envie de vomir. Cette sensation très désagréable fait peur à bon nombre de patients. C'est pourquoi il y a beaucoup de résistance face à cet examen qui permet de visionner les circuits digestifs pour voir la présence d'une quelconque anomalie. Et pourtant, aujourd'hui, avec le développement de la technologie, la fibroscopie est plus facile et rapide. Fibroscopie, c'est un examen endoscopique, c'est-à-dire un examen qui permet de voir l'intérieur d'un organe. Donc, c'est un examen utilisé pour explorer, pour évaluer les maladies au niveau du tube digestif haut. Surtout les pathologies de l'œsophage, les pathologies de l'estomac et les pathologies du début de l'intestin grêle appelé le duodénum. Dans la population même, on se fait peur entre nous. Souvent, on voit des malades qui sont là, eux-mêmes, ils ont peur dans la tête que ça fait mal. Normalement, ça ne fait pas mal. C'est une ampoule, c'est une lumière. Ça ne brûle pas, ça ne pique pas. Mais le gros problème de la fibroscopie, c'est que c'est désagréable parce que ça donne envie de vomir. La fibroscopie se fait à l'aide d'un tube en plastique qui est connecté à un écran pour bien voir l'œsophage jusqu'au duodénum. Ça se fait avec ce tube-là. Ce tube-là est connecté à... Il y a une caméra ici avec une lampe lumineuse qui permet de voir l'intérieur comme vous voyez ma main. Donc cette caméra est attachée, est liée à un écran. L'écran, ça nous permet de voir. Donc ce tube-là, on introduit à travers la bouche. On rentre dans la bouche, on passe par la gorge, on descend, on voit l'œsophage. Après l'œsophage, on voit l'estomac. Après l'estomac, on voit le début de l'intestin qu'on appelle le duodénum. La pénétration, le plus souvent, c'est facile, sauf s'il y a un obstacle ou bien s'il y a un rétrécissement d'un segment. S'il y a un rétrécissement, là, c'est difficile de passer. Pour faire cet examen, l'estomac du patient doit être vide. Cela permet de bien poser le diagnostic. Il peut se faire sous anesthésie ou sans anesthésie. Quand on rentre, c'est pour voir l'estomac. Les aliments vont s'accumuler là-bas quand le malade n'est pas à jeun. Donc, ça ne permet pas de mieux voir. C'est la disposition principale. On met un gel anesthésiant qui essaye d'anesthésier un peu la gorge, de diminuer un peu le réflexe de nos yeux, c'est-à-dire l'envie de vomir. Voici le produit. La vaseline visqueuse. On met ça dans la gorge, le patient racle un peu la gorge avec, et puis on passe. La durée, ça dépend de la pathologie qu'on voit. Parce qu'il y a certaines pathologies qui demandent plus d'exploration. Il y a des pathologies où
en faisant la fibroscopie, on sera obligé de faire des prélèvements. Majoritairement, on fait sans anesthésie, mais on peut faire sous anesthésie, il n'y a pas de problème. Des effets secondaires, certains malades nous rapportent une irritation de la gorge, mais après ça va passer. C'est un examen comme les autres, et puis c'est le seul examen qui permet de voir avec exactitude le tube digestif. Après la fibroscopie, qui ne dure que quelques minutes, le patient peut vaquer à ses occupations. Et l'état-major général des armées informe l'opinion que les attaques terroristes lancées contre le poste de sécurité de Ber et les tirs d'obus sur Tombouctou dans l'après-midi du dimanche 6 octobre 2024 ont été repoussés par les FAMA. Des précisions avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que les attaques terroristes lancées contre le poste de sécurité de Ber et les tirs d'obus sur Tombouctou dans l'après-midi du dimanche 6 octobre 2024 ont été repoussées par les FAMA. Ces tentatives désespérées se sont soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes, la destruction de leur logistique et la saisie de grandes quantités de drogue, de plusieurs armes lourdes, des munitions et d'autres équipements de communication. Dans leur débandade, les assaillants rescapés ont été pourchassés et neutralisés à leur tour par les FAMA. Dans la matinée du lundi 7 octobre 2024, les surveillances ont permis de localiser 2 colonnes de véhicules au sud-est de Douéa, dans la localité de Tombouctou. Le premier transportant des terroristes armés a été frappé, ne laissant aucune chance à ses occupants. Le second véhicule transportant des grandes quantités de munitions a également été frappé avec succès. L'état-major général des armées rassure les populations que les traques des groupes armés terroristes et les opérations de sécurisation se poursuivront sur l'ensemble du territoire national. Actualité AES en marge des journées économiques du Burkina Faso prévues à Moscou. Le Premier ministre est arrivé dans la capitale russe dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et c'est un rendez-vous d'hommes d'affaires, d'opérateurs burkinabés et russes. Il est accueilli par quelques membres de son gouvernement et des diplomates de l'AES en plus des autorités russes. Amadou Marcelto. Excellence docteur Apollinaire Joachim Son de Tambela. Le Premier ministre, le chef du gouvernement burkinabé à Moscou en Fédération de Russie, accueilli par une délégation conduite par les ministres en charge du commerce, des infrastructures et celui des mines et des autorités russes. Apollinaire Joachim Son Kielem de Tambela reçoit aussi les civilités des délégations des autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel. L'AES, mais aussi des pays comme le Tchad, le Kenya, la Sierra Leone, la Guinée ou encore la Belgique. Venu pour présider les journées économiques du Burkina Faso, aussitôt arrivé, le Premier ministre se prête déjà à une série d'entretiens, dont celui avec la Chambre de commerce russe. Séance tenante des questions relatives à l'entrepreneuriat, à la formation professionnelle et aux accords commerciaux sont soulevées pour renforcer la coopération entre les deux pays. 8e du genre, les journées économiques du Burkina Faso se tiennent ici à Moscou pour la première fois. Il est attendu une 60aine d'opérateurs économiques du Burkina Faso et une centaine de partenaires russes pour cette édition 2024. La chancellerie du Burkina Faso au Mali a organisé une cérémonie de levée de couleurs ce mercredi 2 octobre, une cérémonie qui entre dans le cadre de la célébration de la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne 2024. Une deuxième phase prévue du 2 au 16 octobre. Bokari Koulibaly.
Le gouvernement du Burkina Faso a institué les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Chaque année, elles se tiennent en 2 phases sur une période de 15 jours chacune. La première phase pour cette année a eu lieu du 26 mars au 10 avril 2024 et la seconde phase se tient du 2 au 16 octobre 2024 avec comme activité la montée des couleurs nationales suivie du message du chef de l'État lu par Madame l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali. Les événements douloureux que nous avons vécus ces derniers mois dans notre pays portent la marque des traites. Cela nous rappelle les événements dramatiques du 15 octobre 1987 qui ont causé la mort du président Isidore Noël Sankara et interrompu l'élan révolutionnaire de 1983. C'est une illustration parfaite de la trahison. Pour construire une nation burkinabé forte et souveraine, il faut toujours avoir l'esprit de patriotisme et de mobiliser les masses populaires à chaque instant. Du personnel de l'ambassade aux présidents d'associations, parents et burkinabés lambda ont marqué leur présence à cette cérémonie de lancement de ces journées. Prions Dieu que cette initiative soit vraiment meilleure pour le Burkina. Quelqu'un d'autre ne va pas venir vraiment nettoyer le pays là pour nous. On n'a qu'à se donner la main pour bâtir notre patrie qui est le Burkina Faso. Les personnes qui sont en mesure de faire quelque chose et que c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion de nous faire manifester de la solidarité envers le prochain. Ceux qui ne sont pas en mesure de s'en sortir tout seuls aujourd'hui ont besoin réellement de ça. Ces journées sont une occasion pour le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de solliciter des collectes de dons en faveur des personnes déplacées internes, le Fonds de soutien patriotique et l'opération Manamana, entre autres. J'invite chaque Burkinabé, de l'intérieur comme de l'extérieur, à exprimer véritablement son appartenance à la mère patrie par des actions concrètes. Ceux qui aiment leur cadre de vie le gardent toujours propre. Et ceux qui aiment le Burkina Faso doivent le garder propre. En rappel, cette initiative vise à consolider les bases de la nation burkinabé, à raffermir la cohésion sociale et le vivre ensemble par la promotion des valeurs patriotiques pour un Burkina meilleur. Ce qui nous conduit au sport, le tirage au sort des compétitions africaines des clubs a été effectué ce lundi. Le Djoliba AC en Ligue des Champions et le Stade Malien en Coupe de la Confédération sont désormais fixés sur leurs adversaires respectifs. Nos clubs sont-ils bien lotis? Plein phare sur ce tirage avec Siragatou Sissé. Le Djoliba AC en Ligue des Champions a hérité du groupe D aux côtés de l'Espérance sportive de la Tunisie, de Pyramide FC d'Égypte et de Sagrada Esperança d'Angola. Ces 3 adversaires sont tous des habitués de la scène africaine. Tête de série, l'Espérance a déjà 4 Ligues des Champions à son actif. La dernière date de 2019. Pyramide FC, fondée seulement en 2008, reste sur une finale de Coupe de la Confédération perdue en 2020. Ce club est constitué à majorité de joueurs égyptiens renforcés par des étrangers, dont l'international burkinabé Blati Touré. Sagrada Esperança d'Angola connaît les 2 compétitions africaines des clubs. Fondé en 1976, il n'a pas de palmarès sur la scène continentale. Le Djoliba AC, du technicien Demba Mamadou Traoré, débute cette campagne allée à Tunis chez l'Espérance sportive de Tunisie le 26 novembre, reçoit doublement à Bamako Pyramide FC le 6 décembre et Sagrada Esperança le 13 décembre. Le Stade Malien de Bamako en Coupe de la Confédération est dans le groupe B avec la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, Stellenbosch FC d'Afrique du Sud et le club Desportivo Luanda Sul d'Angola. Les Blancs retrouvent les Marocains comme l'année dernière en phase de groupe. Ce choc entre 2 anciens vainqueurs de la Coupe de la Confédération sera attendu. Le Stade Malien de Bamako l'avait remporté en 2009,
la renaissance de Berkane 2 fois en 2020 et 2022. Les Sud-Africains de Stellenbosch FC découvrent cette épreuve pour la première fois. Fondé en 2016, Stellenbosch est un jeune club aux dents longues. Les Angolais de club Desportivo Luanda Sul célèbrent encore leur première participation en phase de poule de la Coupe de la Confédération. L'appétit vient en mangeant. Fondé en 1976 et disputant la première division angolaise lors de la saison 2021-2022, Desportivo Luanda Sul est déjà heureux de figurer dans la cour des grands. Le Stade Malien de Bamako du technicien Mamoutou Kane Mourlé commence cette phase de groupe le 28 novembre à Bamako face à Stellenbosch avant d'enchaîner 2 déplacements le 8 décembre en Angola face à CD Luanda Sul et le 15 décembre au Maroc pour défier la renaissance sportive de Berkane. Merci Siragatou et l'émission Score à suivre tout à l'heure après ce journal avec Ousmane Dao qui aura comme invité Demba Traoré, entraîneur du Djoliba AC et Mamoutou Kane, entraîneur du Stade malien de Bamako. Et avant de nous quitter, le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique qu'un accident grave de la circulation routière est survenu ce lundi 7 octobre 2024 aux environs de 10 heures dans le village de Laminabougou, situé à environ 3 km de la commune rurale de Tengolé dans le cercle de Fana sur la route nationale numéro 6. L'accident résulte de la collision entre un car de la compagnie Air Zana Transport qui partait de Fana pour Bamako et un autre de la société Dao Trans circulant dans le sens inverse. Le bilan provisoire fait état de 8 tués, 19 blessés graves. L'accident a en outre causé des dégâts matériels importants. Toutes les victimes ont été transportées au centre de santé de référence de Fana par les agents de la protection civile. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances exactes de cet accident. Au nom du gouvernement, le ministre des Transports et des Infrastructures présente aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le ministre des Transports et des Infrastructures en appelle au strict respect du code de la route afin de préserver l'intégrité de la personne humaine et d'assurer la protection des biens. Le ministre souligne que les usagers qui enfreignent les règles de la circulation routière s'exposent aux sanctions administratives et aux peines prévues par les lois en vigueur. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.